très bien le feuillet mitral postérieur. L'inconvénient de la parasternale, c'est qu'on peut avoir une petite idée approximative de où on est, mais on n'a jamais d'idée extrêmement précise. Donc là, je vous rappelle, alors là, attention à votre multiplan à être très critique sur la façon, à l'endroit où vous mesurez votre surface mitrale. Vous voyez que là, probablement, on est quand même un peu proximal. Si je devais être critique sur la mesure, je ne suis pas vraiment au bout des feuilles. Donc, attention, au moment où vous figez votre image et vous mesurez votre surface, regardez vraiment où est-ce que je suis par rapport au feuillet. C'est tout l'intérêt du multiplan, c'est que vous avez cette information-là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, je vous encourage vraiment, même chez les patients normaux, à faire cette petite axe pour vous faire l'œil sur cette petite axe. Là, on voit bien effectivement le prolapsus du feuillet mitral postérieur. Je ne sais pas si c'est... Plus vous ferez de la petite axe, plus vous aurez l'œil pour aller détecter ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est les coups classiques, hein, je vais passer assez rapidement. Juste un petit mot sur cette coupe-là. Là, je ne suis pas complètement certain qu'on ait bien l'apex quand même. On a l'impression que l'apex il est un tout petit peu tronqué sur cette coupe-là. Donc, possible sous-estimation des volumes ventriculaires. Là, on voit quelque chose qui apparaît. Je vous rappelle qu'en cas de qualité, on est plutôt, et là, il y a toujours une part d'incertitude, sur A3, A2. Donc, A3, A2, P1. Là, on ne sait pas très bien si c'est P1 ou si c'est juste en arrière que ça prolapse. Une taille d'oreillette gauche qui est très importante, ce qui, on l'a vu, est plutôt une bonne chose si on part du principe qu'on va éventuellement lui proposer un traitement mitral percutané, ce qui n'a rien d'évident chez ce patient qui est à risque intermédiaire. 73 ans, un DLG à 45, on n'est quand même vraiment pas du tout dans le inopérable. La seule chose qui va éventuellement nous faire basculer, c'est l'attente de chirurgie pour le cancer du rein, avec toujours cette petite arrière-pensée absolument non prouvée que les CEC vont disséminer les cancers. Actuellement, il n'y a pas d'études scientifiques à ma connaissance. On voit toujours le prolapsus du feuillet mitral postérieur. On est toujours sur une évaluation qui est extrêmement floue. Je sais qu'il y a un prolapsus, il y a un vrai mécanisme. Donc déjà, vrai mécanisme dit probablement insuffisance mitrale importante, sous réserve que mon prolapsus il soit holosystolique. Attention au prolapsus télésystolique. Toujours cette fuite qui longe le septum. Là, juste un petit aparté, vous voyez ça, cette fuite-là qui va passer juste derrière la valve aortique, c'est typiquement les moments où on se fait piéger quand on fait notre flux Doppler à travers la valve aortique, et on va avoir un faux RA. Parce que vous récupérez le flux d'IM, un flux d'IM c'est entre 4 et 6 mètres par seconde, ne serait-ce que si c'est à 4 mètres par seconde, plus de 4 mètres par seconde, c'est un RA. Entre guillemets. Si on pense que c'est le flux Doppler aortique, on va penser que c'est un RA serré. Donc soyez critique toujours, si ma valve aortique elle s'ouvre bien, il n'y a pas de raison que le patient ait un RA. Donc la quantification, vous voyez que là, ma SOR, finalement, j'ai un rayon de convergence qui est à 9, mais finalement j'ai une SOR qui est à 26. Par contre, j'ai une onde E qui est quand même relativement proéminente. Donc, vous savez, en fonction des recommandations, les américaines, c'est supérieur à 1,2 m seconde. Les européennes, c'est 1,5. En tout cas, on a un vrai hyper débit antérograde entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. On voit toujours ce prolapsus, on va passer rapidement parce que ça fait 20 fois qu'on le voit. On voit en tout cas bien cette IM qui longe, qui est très excentrée, qui va atteindre le fond de l'oreillette. Donc les IM excentriques qui atteignent le fond de l'oreillette, il faut vraiment qu'on soit très vigilant, d'autant qu'on a un mécanisme sur une IM importante. On a vu que les IM excentrés, on va avoir un ralentissement du flux. Puis évidemment, la SOR dans ces IM, elle n'est pas toujours évidente à mesurer. Il ne faut pas hésiter à multiplier les mesures et à céder d'autres paramètres. Donc là, vous voyez que j'ai une SOR maintenant qui est à 40. Ici, on n'a pas de prolapsus évident, tout simplement parce que probablement le paracommissural n'est pas parfaite. Je passe assez rapidement, excusez-moi, le but c'était que vous le fassiez. Toujours ce prolapsus qui paraît assez central, hein, on est très central par rapport à la valve aortique. Et on va aller assez rapidement sur les choses qui nous intéressent, c'est-à-dire les choses qui sont un tout petit peu plus précises. Donc le multiplan
sur mon petit axe, on voit bien effectivement le prolapsus qui est vraiment dans la zone centrale, hein, qui est vraiment ici. D'autant que si je balaye, on le voit très très bien ici, vous avez le prolapsus qui est là. Je fais mon multiplan, on va voir apparaître ici avec une longueur de feuillet qui est pareil satisfaisante. Pour un micraclip, on aime bien avoir plus de 7 mm. Si on a 12 mm, c'est parfait. Donc le balayage en P2 médian, ici on est vraiment en P2 médian, on n'a pas de prolapsus comme vous pouvez le voir. Quand on est en P2 latéral, voilà, on voit le prolapsus qui apparaît juste derrière, mais en tout cas on voit qu'il y a une bonne coaptation. L'extension du prolapsus, ça va déterminer le nombre de clips qu'on va devoir mettre. Évidemment, si vous avez un prolapsus très localisé, vous allez avoir un seul clip. Un clip, ça couvre entre 4 et 6 mm. Plus le prolapsus va être étendu, plus vous allez devoir mettre de clips, plus vous allez avoir éventuellement un effet sténosant si l'anneau mitral n'est pas très dilaté. Donc là, la mesure que je fais ici, là c'était juste pour vérifier que j'étais bien à l'apex. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait, mais je ne suis pas très loin. Ma sous-estimation des volumes, elle ne va pas être très importante. Attention, là je ne sais absolument pas comment je coupe ma valve. Ici j'ai une bicomissurale qui est un peu plus satisfaisante et vous voyez que le prolapsus il est vraiment central, peut-être qu'il déborde un chouïa vers P2 latéral. Ça c'est plutôt facile, c'est plutôt bien pour un clip parce que comme vous allez arriver par le septum, c'est plus simple d'aller en latéral parce que c'est plus loin de vous. Si vous êtes obligé de tordre votre système pour aller en médial, l'inconvénient c'est que vous allez devoir beaucoup perdre de hauteur et souvent on est un peu gêné, on se retrouve assez rapidement sous les feuillets, ce qui pose des petits problèmes techniques, mais là on commence à aller quand même dans les choses qui sont un peu plus spécifiques. Donc je vous ai dit, le multiplan, l'avantage c'est qu'on va pouvoir avoir une vision assez précise des longueurs de feuillets dans la zone de prolapsus. Vous voyez, là on est capable assez précisément, ne serait-ce qu'en ETT, de mesurer la longueur de feuillet, d'avoir déjà une bonne idée chez ce patient si on est capable de lui proposer un traitement mitral percutané ou même une plastie. Là, vous avez un prolapsus de P2 isolé sur une valve pas calcifiée, un anneau qui est probablement un peu dilaté. Donc vous savez que vous allez avoir une bonne chance d'avoir une plastie normo-fonctionnelle. On va aller assez rapidement là-dessus, parce que c'est ce qui nous intéresse. Quand vous avez fait votre volume 3D, donc volume 3D, je vous répète, pour avoir des belles images, moi ce que je fais, c'est que je positionne mon volume, je fais tous mes réglages avant. Donc je mets multibattement, 6 battements par minute, enfin 6 battements, acquisition sur 6 battements. Le multibattement va me faire regagner des images par seconde. C'est-à-dire qu'il va, pour chaque battement, il va faire son acquisition sur une petite portion d'image. Et en augmentant mon nombre d'images par seconde, je vais pouvoir baisser ma cadence image, c'est-à-dire utiliser cette réserve d'images par seconde pour avoir une meilleure résolution. Tout ça, je le fais avant. C'est-à-dire que je prépare ma fenêtre, j'appuie sur le multibattement, je baisse ma cadence image, hop, et au dernier moment, je demande au patient de faire une apnée. C'est-à-dire que j'ai déjà fait tous mes pré-réglages au moment où je demande au patient de faire une apnée, parce que ça va prendre à peu près 10 secondes, 15 secondes. Si tous mes pré-réglages sont déjà faits, probablement un peu moins, 5-10 secondes. Si vous faites les pré-réglages, les réglages pendant l'apnée, souvent ça va être très décevant. Parce que vous avez des patients qui sont à 75 ans, l'apnée elle dure 10 secondes, 15 secondes. Vous n'êtes pas sur, je ne sais plus comment il s'appelle, le champion Guillaume Néry, 6 minutes en apnée sous l'eau, ça n'existe pas. Donc en pratique, vous allez voir ça, je sais pas, vous voyez tous bien ou pas? Il y a deux choses que j'aime bien, à titre personnel. Vous avez une multicoupe, alors une multicoupe, vous voyez, ça vous fait en l'occurrence 12 coupes entre votre petit trait jaune qui est ici et votre petit trait vert qui est ici. Donc ça va être intéressant éventuellement pour faire des planimétries mitrales. Moi, je l'utilise beaucoup en pratique pour la cinétique VG. La cinétique VG, vous faites une acquisition large sur le VG, vous faites du multicoupe, vous allez avoir une analyse comme un petit axe, coupe par coupe, comme des petites tranches de saucisson. Et vous voyez assez bien l'ouverture de votre valve mitrale avec le prolapsus qui est ici. Ce qui va nous intéresser encore un peu plus, c'est ce qu'on appelle le flexicoupe. Donc le flexicoupe, c'est une reconstruction multiplanaire. Vous voyez, donc là, les coupes sont verrouillées, ce que je trouve un peu plus facile. Vous avez 3 axes, un axe blanc, un axe jaune et un axe vert. Et donc le principe, c'est qu'on va choisir, par exemple, je vais choisir de travailler sur l'axe vert. Donc sur les autres axes, je vais placer l'axe vert, vous voyez, pour qu'il coupe de façon satisfaisante mon anneau mitral.
Donc ici, il est bien au niveau de l'anneau. C'est assez ludique. Hein. Il faut être un grand enfant. Donc, vous voyez que là, j'ai une vision en petit axe assez précise de ma valve mitrale. Hop, et après, je vais pouvoir travailler dans cet axe-là. Donc là, par exemple, je vais choisir de mettre ma grand axe sur l'axe jaune. Hop. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir balayer entièrement ma valve pour aller, en l'occurrence, hop, plutôt vers la zone ici latérale ou plutôt vers la zone médiane. Et donc là, l'avantage, contrairement avec la bicommissurale où vous faisiez le multiplan, c'est vraiment de suivre le sourire mitral pour avoir une vision la plus précise possible. Donc vous voyez, là, on est capable vraiment de voir avec une précision assez importante. Donc là, c'est votre jaune hein, qui est dans l'axe des feuillets, que ici, il n'y a aucun problème, alors que ici, on voit extrêmement bien notre prolapsus avec le petit zigouigoui qui correspond à une rupture de cornée. Donc, chez les patients qui sont échogènes, l'échographie transophagienne, elle ne vous apporte absolument rien en fait. Vous avez le mécanisme de façon extrêmement précise. Vous avez la quantification, vous voyez extrêmement bien tout le reste. Donc, l'échographie transophagienne, quand vous avez une très bonne fenêtre échographique, et vous avez la chance d'avoir un appareil d'échographie qui fait de la 3D, et actuellement c'était réservé au laboratoire un peu d'échographie, mais de plus en plus il y a des appareils qui sortent sur des, en l'occurrence S70 avec des sondes 4D, donc c'est des choses qui vont se démocratiser de plus en plus. Et la 3D, je pense que dans 4-5 ans, elle sera en pratique courante dans les laboratoires de ville avec des appareils qui seront extrêmement efficaces. Donc c'est pas réservé à des laboratoires. Donc là, on est à 0. Donc là, on a basculé sur l'ETO. L'ETO, je sais pas, il y en a qui travaillent sur J, sur l'ETO ou pas? Un des avantages de J en ETO, c'est que vous allez pouvoir, pour trouver votre bicommissurale, la bicommissurale parfaite, entre guillemets, donc c'est pas celle-là, pardon. Donc là, on a une bicommissurale qui est pas mal, mais qui n'est pas parfaite. Vous avez un tout petit peu de P3, très rapidement votre commissure, beaucoup de A2, très rapidement votre commissure, et du P1. Donc soit vous faites un peu au hasard, vous augmentez votre angle, vous cherchez avec votre sonde. Intellectuellement, c'est pas incroyable. Soit vous allez pouvoir, à partir de votre préparation, vous avez un petit onglet qui s'appelle préparation du plan. C'est-à-dire que vous avez votre volume 3D, vous faites votre volume 3D sur votre valve mitrale, vous faites préparation du plan, donc là vous allez avoir apparaître deux axes, vous allez régler votre axe sur votre bicommissurale, et après vous allez appuyer sur biplan, et ça vous met automatiquement vos axes parfaitement en bicommissurale avec votre A2P2 parfait. Donc là, voilà, vous avez des petits outils qui vont arriver de plus en plus. Sur Philips, c'est un peu plus compliqué, vous pouvez le faire, mais on passe par du 3D, du calcul d'angle sur MultiView, c'est un peu moins friendly. Voilà. Donc c'est exactement la même chose que pour le TT, hein. C'est-à-dire qu'à part une fréquence de sonde qui est plus importante, avec une résolution qui est plus importante dans le TO, vous n'avez aucun avantage quand vous voyez bien en TT. C'est-à-dire que là, vous avez votre bicommissurale et vous allez faire votre multiplan pour balayer progressivement la valve, en vous rappelant que ça ne suit pas le sourire mitral. Si vous voulez un peu mieux suivre le sourire mitral, il faudrait augmenter un peu votre angle, par exemple de 10 degrés si vous voulez aller dans la commissure antérolatérale, et enlever 10 degrés pour aller dans la commissure médiane, en sachant que voilà, ce plus 10, moins 10, ça reste un peu de la cuisine. Si vous voulez être certain d'être parfait, c'est 3D, reconstruction flexicoupe. Oui. Ah, c'est fini? Désolé. Ok, je finis juste par cette petite image. Vous voyez, donc 3D, où finalement, le prolapsus, c'est effectivement un prolapsus de P2 médial avec un angle qui est un peu particulier, hein, qui part vraiment dans la commissure P2 latérale, pardon. L'auricule est là, P2 latérale, avec un angle un peu particulier. Et c'est vrai que sur le flexicoupe, c'est tout l'intérêt du flexicoupe là pour aller mesurer une longueur de feuillet qui est exacte. Donc là, j'ai travaillé sur le feuillet bleu, et vous voyez, je vais mettre mon blanc pile poil dans l'axe du prolapsus. Vous voyez mon blanc pile poil dans l'axe du prolapsus, et vous allez très bien voir
le feuillet postérieur avec ces petites ruptures de cordage. Voilà. Donc, vraiment, si vous avez la chance d'avoir des machines 3D et d'avoir la reconstruction multiplanaire, c'est le top. Mais même sans ça, avec un peu de cuisine, en s'aidant du petit axe, vous pouvez vraiment avoir des informations extrêmement précises sur l'anatomie du patient et finalement sur la quantification de la fuite. Ça va, je ne vous ai pas trop assommé? Est-ce que vous avez des questions? La coupe en haut à gauche, elle vous sert vraiment? Oui, parce que tu vois, finalement, elle me sert quand même assez. En haut à droite, tu as un peu plus de mal à positionner ton axe blanc. Là, tu as ton prolapsus P2 avec ta rupture de cordage, et c'est vrai que ça, je trouve, pour positionner tes axes, une fois que tu as bien fait tes deux axes ici, c'est quand même assez précieux que tu mets bien ton axe blanc dans l'axe du prolapsus. Bon, merci à tous. Merci à vous.